Imhotep de Canefer, c'est Amasu Baba Kinkela Wamazulu du mouvement et de la nation Kouch Kamit Congo. Aujourd'hui, je vous présente une réflexion importante que je ne commence pas par dire les titres, mais je vais commencer par énoncer une idée. L'idée dont j'introduis, que j'énonce, est celui d'une marque de fabrication. Quand nous achetons un produit, la première chose que nous allons tout de suite contrôler, c'est la marque de fabrication. La marque de fabrication nous dit la provenance du produit dont que nous avons entre les mains. Après, selon qu'il s'agit d'un produit construit avec du matériel durable, comme les marbres, comme des machines, comme des ordinateurs sur lesquels nous n'avons pas une date d'expiration. Sinon, pour les produits construits sur base de matériel périssables, par exemple les produits alimentaires mis en boîte, nous retrouvons à ce point-là une date d'expiration. Donc, généralement, la date d'expiration est aussi accompagnée d'une date, ce qu'on appelle la date de mise en marché ou la date de la fabrication. Donc, il y a 3 éléments importants à retenir ici. Nous avons le lieu de fabrication qui dicte de la provenance du produit que nous avons entre les mains, la date de fabrication qui nous informe si le temps depuis lequel le produit a été disponible. Et après, selon qu'il s'agit d'un produit construit avec des matériaux durables ou pas, nous avons la date d'expiration. J'espère que cet énoncé vous est clair. Parce que cet énoncé nous conduit justement à ce que j'appelle, ou à l'introduction, au thème que je vous présente, dont le titre est l'Afrique Made in Germany. Afrique Made in Germany est une réflexion, une analyse et non une critique. L'objectif de cette rubrique, l'Afrique Made in Germany, a pour seul objectif, l'objectif en soi a pour un autre objectif secondaire, c'est celui d'éveiller l'esprit, de stimuler l'analyse, la compréhension et pour aboutir à des recherches. Ce sujet est divisé en 7 points. Le premier point est la conscience africaine, un mirage. Deuxième point, un produit de consommation et non un facteur d'existence. Troisième point, l'Afrique pour l'Occident comme de l'argent pour les Hébreux. Quatrième point, la conscience de la destination économique, la facture d'utilisation. Cinquième point, d'humain en produit, un paradigme africain. Sixième point, les principes de la sardine. Et septième point, la conclusion. C'est un premier travail de présentation, donc elle ne sera pas énormément longue. Ce premier travail enregistré sur un support audio sera par après suivi de notre travail enregistré celui-là sur un support visuel. Et après, il y aura un article et un cours qui va découler de cette réflexion. Ce travail naît d'une interrogation qui m'est spontanément arrivée durant une des émissions que je tiens souvent avec mon frère Lombali Makassi. Le questionnement ou la question est la suivante. L'Afrique, comment s'appelait-elle avant l'arrivée coloniale? Généralement, nous connaissons l'histoire de l'arrivée des colons. Nous connaissons très bien quand est-ce que les colons sont arrivés sur les territoires qu'ils ont par après appelé l'Afrique, parce que ces territoires n'étaient pas appelés l'Afrique.
Mais aujourd'hui, quand nous nous référons au passé de notre territoire, nous nous y référons en tant qu'Afrique. Ceci marque donc l'élément de l'introduction qui nous rapporte au titre Afrique Made in Germany. L'Afrique Made in Germany établie plus ou moins entre 1885. Nous encode AMIG 1885. AMIG signifie Afrique Made in Germany. A, Afrique, Made, M, I, in, G, Germany, et establish, c'est-à-dire établi. L'Afrique Made in Germany, établie en 1885, est un produit. Est un produit comme tout autre produit que nous avons entre les mains, que nous utilisons chaque jour. Dans la phase introductive, je la conclue avec une conclusion. Pouvons-nous parler de la conscience d'un produit mis en boîte? Les corned-beef, c'est du bœuf en boîte. Est-ce que ces produits ont une conscience? Non, il n'a pas de conscience. Et nous allons voir cela à l'intérieur de notre analyse. Et nous commençons tout de suite avec les points. Conscience africaine, un mirage. Eh bien, la conscience se développe sur base de l'identité. Et pour qu'il puisse y avoir une identité ou une conscience sur base d'une identité, cette identité doit répondre à certaines caractéristiques fondamentales. La première est l'authenticité. L'authenticité est une démarche évolutive, cumulative des expériences sur les plans existentiels qui peut se décomposer sur les plans économiques, en termes de la conscience de la gestion de son propre territoire, sur les plans politiques, en référence à la gestion non seulement aux ressources, mais aussi à la gestion sociale, à la gestion des personnes, à la gestion du temps et des espaces, c'est ce qui revient sur les plans politiques. Tous ces éléments-là, à nature incrémentale qui se développe parce qu'on prenait l'exemple d'un peuple qui s'établit quelque part, il doit apprendre à connaître son territoire, à retrouver à savoir trouver de la nourriture dans ce territoire, à survivre aux intempéries, aux conditions climatiques qu'ils peuvent avoir sur ce territoire. Et tout cela développe ce qu'on appelle une culture. Une culture, c'est une manière de faire. Et une culture a caractéristiques ritualistiques parce que les rituels, c'est ce qui se répète. Les rituels, c'est ce qui se répète et des nécessaires. Ce qui se répète et n'est pas nécessaire à des finalités de survie, n'est pas rituel. Mais ce qui se répète et a une place importante à jouer dans le cadre de la conservation et de l'expansion de la vie est rituel. Et cela détermine ce qu'on appelle des paramètres d'authenticité. Et les paramètres d'authenticité mis ensemble créent une forme de valeur. Une valeur dans le sens qu'il permet de conserver la vie, de la diffuser et de la maintenir à l'intérieur de certains paramètres bien définis. Et c'est ce qu'on appelle la conscience. La conscience a premièrement ce qu'on appelle une caractéristique historique, parce qu'elle est cumulative et chronologique. La chronologie dont il est question ici commence à partir du moment zéro sur l'établissement d'un territoire. Par exemple, du temps des pharaons, la chronologie commençait avec la naissance d'un pharaon et se concluait avec la mort de ces pharaons. Quand un autre pharaon montait au pouvoir, nous avons une chronologie nouvelle qui commençait. Mais ces différentes chronologies basées sur la naissance et la mort d'un pharaon sont cumulatives. Et cela constitue des éléments de mémoire. Ces éléments de mémoire déterminent les paramètres d'authenticité qui, lui, va se rebattre sur les champs culturels pour se définir
conscience. Après avoir essayé à long et à large de définir c'est quoi la conscience, nous allons revenir sur l'Afrique. Comme j'ai introduit, le questionnement sur l'Afrique, les origines de l'Afrique même, posons-nous la question, on se pose la question sur les origines de l'Afrique même. Les origines de l'Afrique remontent à 1885 par volonté coloniale. Et cela n'est pas vraiment un problème. Le problème est que qu'est-ce qui s'est passé en Afrique? Quelle était l'identité définie avant 1885? Eh bien, elle a été anéantie, elle a été effacée. Vous pouvez traverser toutes les différentes universités en histoire. Vous allez, chacun se souvient être Bambara, chacun se souvient d'être Zulu, Tosan, Congo, et quoi d'autre. Mais quand on veut parler de la conscience continentale, ça n'existait pas. Je ne suis pas en train de dire que la conscience Congo n'est pas existante. Je ne dis pas que la conscience Luba, je ne dis pas la conscience Somilenke, je ne dis pas que la conscience Aoussa, ainsi de suite, ne sont pas conscientes, ne sont pas existantes. Elles sont bien existantes. Mais elles existaient à l'intérieur de quel conteneur? Eh bien, nous avons perdu de vue ces conteneurs. Ce qui fait que nous sommes pourquoi et comment nous avons perdu ces conteneurs? Eh bien, c'est le processus de transformation d'un peuple à un produit commercial. C'est à ce moment-là que la conscience africaine n'est pas. La conscience africaine n'est pas parce qu'elle n'a pas d'histoire. Dans le sens où je viens de définir les paramètres d'authenticité et développement, d'interaction entre les personnes et leur environnement. La conscience africaine, dans la manière d'où je définis la conscience, n'est qu'un mirage, parce qu'en réalité, elle est quelque chose d'autre que nous allons voir. Et avec ceci, j'ai conclu le premier point, la première exposé sur la conscience africaine, un mirage. Je m'aventure donc sur le deuxième point qui est un produit de consommation, qui est en fait une continuité du premier point, la conscience africaine, un mirage. Eh bien, nous avons, l'Afrique a été créée, sur des besoins, pour répondre à des besoins occidentaux, des développements économiques, social, occidental. Et donc, il est conçu pendant un temps, il est structuré et à la fin présenté. À la conférence de Berlin en 1885, avec le chancelier Bismarck, date de la naissance de l'Afrique. Avant celle-là, l'Afrique n'existait pas. Les territoires, bien entendu, il existe. Et de ces territoires-là, avant 1885, nous avons le noir, l'obscurité totale. On ne sait pas, on n'a pas recherché, on n'a pas conscience. Donc la conscience mélanoderme, avant 1885, la conscience mélanoderme d'avant 1885 a été erased, c'est-à-dire éliminée, effacée. Comme quand on a un computer et que l'on la renvoie dans la chaîne de production, on élimine toutes les données accumulées. C'est ce qui s'est passé. Et à ce moment-là, les données qui ont été introduites à la base sont des données sur l'identité africaine. Mais l'identité africaine n'est pas une identité authentique. Elle n'est pas une identité qui naît d'interaction. Elle n'est pas une identité réelle. Elle est une identité de consommation. Ayant acquis une identité de consommation, on devient un produit de consommation soi-même. Quelles sont les caractéristiques d'un produit de consommation? Un produit de consommation est structuré d'une certaine manière et ne peut pas échapper aux paramètres qui en sont une régulation. Un produit de consommation ne peut se servir lui-même, ne peut servir que l'intérêt de celui qui l'a conditionné de telle manière. Et cet intérêt-là à nature commerciale, parce qu'un produit de consommation, à l'exemple d'une boîte de corned-beef, d'une boîte des allumettes, sa destination pour celui qui l'a fabriqué, eh bien c'est la mise en vente. L'utilisation est quelque chose qui revient au client final. C'est ainsi que quand on se dénature, quand on est conditionné par l'identité à donner
acquise et acceptée, même si forcée, eh bien, on se transforme en un produit. Raison pour laquelle toutes les différentes réformes mises en place en Afrique, tous les différents efforts mis ensemble en place n'ont jamais produit un résultat digne d'être dit résultat. Tout simplement parce que un produit ne travaille pas pour un produit. Un produit ne peut pas produire des résultats pour lui-même. Pire encore, un produit ne peut produire des résultats que pour celui qui l'a conditionné dans son état de produit. Ce deuxième point sera développé en profondeur dans la partie visuelle et sur les documents écrits. Avec ces mots, j'ai conclu la deuxième partie et j'avance vers la troisième partie qui dit l'Afrique pour l'Occident comme de l'argent pour l'Hébreu. Ce troisième point est essentiel et important à comprendre. Nous ne sommes pas dans une critique quoi que ce soit, mais nous sommes lancés dans une analyse des faits. Cette analyse importe avant tout la compréhension de la nature d'un produit. Il faut d'abord comprendre sur un point de vue social les rôles d'un produit de consommation ou d'utilisation. Il faut comprendre sur les plans de vie et puis sur les plans économiques et aussi sur les plans financiers parce qu'un produit a un triple réalité. La première réalité, c'est la réalité en tant que produit sur le plan de la consommation et de l'utilisation. La deuxième réalité où elle est incluse, c'est sur le plan économique et sur le plan financier. Et un produit ne peut satisfaire les besoins que de son créateur. D'où l'exemple relié avec l'argent qui est une création hébreuse en Babylonie il y a très longtemps. Les banques ne sont autres que les poches des Hébreux qui ont créé l'argent. Peu importe le nombre d'argent que vous avez dans votre banque, elle ne vous appartient déjà plus. Elles appartiennent à ses créateurs. Ceux qui contrôlent les institutions. Et la banque ne devient qu'un réservoir d'argent, avec une capacité incrémentale ou décrémentale, exactement comme votre poche quand elle est trouée ou quand elle est bien fournie. Partout dans le monde entier, tous savent qu'il n'y a pas meilleure personne pour faire de l'argent comme les Hébreux. Tous savent que tout argent ne rentre qu'entre les mains des Hébreux. L'argent est un flux parce que c'est un produit conditionné, c'est un produit structuré. Il a plusieurs arrêts, mais tout comme le bus qui fait plusieurs arrêts à la soirée retourne toujours dans l'entrepôt, l'argent connaît plusieurs arrêts qui sont représentés par plusieurs mains. Mais elle retourne toujours dans son entrepôt et l'entrepôt de l'argent, ce sont les banques qui ne sont que les réservoirs du peuple hébreu, qui ont eu la force, la dynamicité, l'intelligence de développer et de conditionner ces facteurs pour marquer leur temps en tant que les créateurs. L'Afrique, comme je l'ai présenté déjà dans la première et dans la deuxième partie, est une création occidentale. Et donc, ce qui en fait un produit. Et tout comme l'argent, l'Afrique ne peut servir qu'à l'occidentaux, parce qu'il en est un produit. Donc, la seule raison d'existence et renforcer la capacité économique, sociale et industrielle de l'Occident. Et l'Afrique ne peut servir ni l'Africain, ni comme les autres personnes qui ne sont pas affiliées à ces projets-là. C'est comme une monnaie. Une monnaie ne peut rien faire pour elle-même. Un billet de $10 ne peut rien faire pour elle-même et ne peut que servir les maîtres en ces points, celui qui l'a conditionné. Il est important de considérer cette mesure et l'élaborer du point de vue analytique et philosophique, bien qu'elle puisse générer certaines frustrations mentales ou psychologiques, mais ce développement est quand même essentiel et important. Et cette analyse essentielle et importante trouve sa base de véracité dans les faits africains. L'incapacité de développement, l'incapacité des corporations, l'incapacité d'association et la forte induction à la destruction
qui ne sont pas réellement des destructions, mais plutôt des transferts d'opportunités, des transferts de ressources de l'Afrique vers l'Occident. Telle est sa nature. Avec ceci, j'ai conclu le troisième point et je m'avance vers le quatrième point, qui est la conscience de la destination économique, la facture d'utilisation. Nous avons parlé de la conscience depuis les premiers points, la conscience africaine, un mirage. Et nous avons défini les paramètres de conscience que nous avons reliés à une authenticité, à une démarche d'appréhension, une démarche de connaissance, de développement, qui crée une dynamique ritualistique que nous avons définie, un ensemble d'habitudes positives orientées vers le développement que nous avons à la fin structuré comme culture. La culture n'a pas de destination économique et sociale, n'a pas de destination économique et financière. La culture a une destination humaine, dans le sens que elle a pour objectif de développer les êtres et non d'agrandir leurs poches. Quand nous avons affaire avec la conscience de la destination économique, nous avons affaire avec la facture d'utilisation. Et l'Afrique étant inscrite dans le centre d'une conscience de la destination économique, comme je l'ai dit au préalable, cette conscience n'est pas vraiment conscience, mais c'est plutôt une facture d'utilisation ou des facteurs de production. C'est à ce moment, tout Africain, vivant, homme ou femme, riche ou pauvre, grand ou petit de taille, mince ou gras, n'est qu'un produit, un facteur de production financière. Cet élément est très important à considérer. Elle nécessite une analyse profonde parce que beaucoup des éléments puissent nous échapper. Nous devons faire attention à ne pas nous laisser aller dans l'émotionnalité, à la correspectivité et l'élan de cœur qui va être défini comme quelque chose de valeur. Mais le point ne se trouve pas dans la définition ou non de la valeur, mais plutôt dans l'authenticité de cette valeur et dans sa destination. Car l'authenticité d'une valeur découle d'une expérimentation, d'une expérience vraie, authentique et souveraine. La destination et le développement. Dans les cas contraires, la destination et la production financière et économique qui échappent à ceux qui en sont inconsciemment des acteurs. Le cinquième point nous parle des humains en produit, d'humains en produit, un paradigme africain qui, plus ou moins, avec ce que j'ai énoncé, ça avance tout doucement comme une forme de synthèse, d'où nous voyons la transformation ou le transfert d'un état d'humanité à un état des produits. Eh bien, dans un état des produits, il n'y a pas de liberté. Parce que pour être liberté, il faut être conscient. Mais cette conscience a des paramètres de définition très exécutifs, très précis. Et la question la plus importante que je poserai à tout professeur d'université, à tout cadre intellectuel est de quelle est l'histoire de l'Afrique? Quelle est la définition de ces territoires avant l'arrivée coloniale, avant la structuration coloniale? Et nous allons nous retrouver que nous allons avoir beaucoup de difficultés à définir. Comme je l'ai dit à l'introduction, nous parlerons des Bamileke, des Nsinoké, des Zoulous, des Ntossa, mais nous ne pouvons pas parler d'un territoire. Aujourd'hui, nous faisons l'effort de parler des Kamits ou des Kachopa. Mais le temps où cela a été appelé Kamit, nous devons faire cet écart de temps. Ce n'est pas 2000 ans, c'est énormément de temps. Et pendant tout ce temps-là, cet écart-là, elle est inconnue. J'aimerais ici aussi rappeler que pendant très longtemps, l'Égypte antique avait été ensevelie sous les sables. Ceux qui connaissent l'histoire de l'égyptologie savent très bien que l'Égypte, telle que nous la connaissons aujourd'hui, telle que nous la voyons aujourd'hui, avec cette table depuis Abydos, Abou Sabel, en passant par Memphis, avait été complètement enterrée par la terre. Et ce sont les lécodermes qui ont travaillé d'arrache-pied pour sortir l'Égypte antique que nous voyons
de sous la terre. Des montants, des investissements énormes ont été faits dans le cadre des études de l'égyptologie pour pouvoir sortir cette terre abandonnée. Pour avoir été aussi recouvert de sable, l'Égypte a été abandonnée pendant très longtemps. Et ni étaient les efforts commis par les pionniers de l'égyptologie. Aujourd'hui, nous ne serons pas en train de parler de l'Égypte. Ça, c'est quelque chose de très sérieux. Nous ne serons pas en train de parler de l'égyptologie. Des personnages comme Émile Hénault, comme Seti, comme il y en a beaucoup d'autres qui font partie des départements, qui ont travaillé dans le département de l'égyptologie et des arts antiques égyptiennes, eh bien, on connaît une histoire énorme à ressortir l'Égypte. Là, l'Égypte avait été oubliée. La question qui se pose ici, pendant cet oubli-là, nous étions vivants. Et comment nous définissons-nous? Point d'interrogation. Et donc, ceci nous porte un état de manque ceux qui étaient à cette époque-là savent très bien comment ils s'appelaient. Ils savent très bien comment ils appelaient ces leur terre. C'est nous qui n'en avons aucune idée, ce qui nous détache d'eux. Nous détache d'eux, fait d'eux et de nous des peuples complètement différents, qui ne partagent ensemble que l'effet de vivre sur le même territoire à d'époques différentes et peut-être la même couleur de peau. À part ça, il n'y a rien d'autre. Qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, parce que si nous n'avons pas conscience historique, véridique, authentique, c'est parce que nous avons été transformés en produits. Et un produit n'a pas conscience historique. Un produit ne sait pas. Les cornes-bœufs, le bœuf ne sait pas comment et pourquoi il s'est retrouvé dans une boîte. Et avec ceci, je vais rapidement aller dans le 6e point, les principes de la sardine. Le principe de la sardine, c'est un principe que j'ai énoncé pendant cette présentation. Quand l'on voit une sardine, la sardine est dans une boîte couverte d'huile, endormie, comme Blanche-Neige, dans une boîte non sous l'eau, sous l'huile. Il dort et n'est conscient de rien autour de lui. Il attend patiemment dans sa boîte, voyageant et immigrant d'un territoire à un autre. La boîte de sardines part de là où elle était fabriquée, par exemple en Hollande, gravite par la France, arrive en Allemagne, et puis va débarquer en Égypte pour descendre vers Tombouctou, vers le Mali, et pour finir dans les Congos. Dans ces différents passages, la seule destination, la seule possibilité d'interaction avec cette boîte de sardines-là, c'est la consommation. C'est sa possibilité à être consommée directement en Hollande, ou en Allemagne, ou en France, ou en Égypte, ou au Mali, ou au Congo. C'est tout ce qu'il y a. La sardine était un être vivant, avait une histoire, avait un territoire, avait à dire quelque chose. Sa mémoire a été tue. Et il a été mis sous huile en état d'hibernation. Attendre quoi? Son réveil? Non, sa consommation. Il ne peut y avoir une utilité pour lui-même. La sardine mise dans une boîte ne peut rien faire pour sa propre collectivité de sardines, ne peut rien faire pour les cédants dans lesquels il est né ou il appartient, ne peut rien faire pour personne, ne peut faire qu'une seule chose à une seule personne, pour celui qui l'a mis en boîte. Lui servir en tant que produit d'investissement et de production de richesses économiques et financières. Il ne peut faire que cela. Il ne peut rien faire pour lui-même. Voilà, dans l'Afrique Made in Germany, established since 1885, la problématique que nous posons, que nous amenons et nous présentons en analyse, est bien celui-là. Nous vous présentons pour la première fois une image de l'Afrique que vous n'avez jamais pensé et raisonné. C'est de l'Afrique dans une boîte de sardines. Ils ne peuvent rien faire pour eux.
peu importe le niveau de dégradation autour de soi, une boîte de sardines vit autant mieux dans une belle frigo, dans une belle maison, comme dans une poubelle. Rien ne change pour lui. La seule chose qui change pour la boîte de sardines, c'est celui d'être consommé aujourd'hui ou demain ou peut-être dans une année. Sa date d'expiration est à longue. Parce qu'elle est conservée sous huile. En regardant, en observant les mondes africains, cela ressemble être très bien à cet exemple. La similarité est impeccable à des finalités analytiques et d'études et philosophiques. La finalité est celui d'une réalité figée dans le temps et dans l'espace. Que l'on vive dans la poubelle, dans la pauvreté, rien ne change. Tout ce qui importe et tout ce qui est clair à ce moment-là, c'est l'incapacité à pouvoir servir soi-même, à servir son propre peuple. Servir, avoir une mission, parce que pour servir, avoir une mission, et pour avoir une mission, il faut avoir une culture. Et la culture détermine un paramètre évolutif, comparatif, authentique, que nous définissons une culture, qui est née d'une expérience, d'une cohabitation avec les éléments propres de son propre environnement. Dans la boîte en fer, la sardine ne s'est pas retrouvée son environnement. La sardine n'a pas grandi dans l'huile, mais dans l'eau. Elle se retrouve serrée. Sa conscience est là ternie, emboîtée. Il ne peut servir à rien d'autre. Il ne peut attendre que d'être consommé. Avec ceci, j'arrive à la conclusion. La conclusion ici est de caractère philosophique, parce que comme je dis, cet énoncé ce travail n'est pas un dénoncement. C'est plutôt un appel à la réflexion. Et quels sont les éléments ou bien quel est le but? Eh bien, c'est celui de pouvoir se questionner, nous questionner en profondeur et remettre en question les choses dont nous avons toujours cru. Remettre en question toutes les différentes vérités. Remettre en question l'histoire même de la science, l'histoire de notre existence. Pour remonter à 1885 et comprendre, nous poser la question, qu'étions-nous? Ces gens-là qui vivaient avant 1885 et nous, quels sont les liens qui nous unissent? Est-ce seulement un lien des couleurs de peau et du fait d'avoir vécu sur le même territoire à des temps différents, ou il y a quelque chose de plus? Voilà, avec cette présentation introductive, dont le développement verra de manière sûre et certaine, que je vous invite aussi à émettre une réflexion, à vous donner la possibilité à vous-même de pouvoir réfléchir au-delà du mur infranchissable de l'ignorance, de la présomption, de l'hermétisme d'ignorance, de mimétisme sociopathique, d'inamitié, d'inconscience collective et de paix de souciance de soi en soi pour son propre devenir, que je vous invite à nager. Ankh, Oudja, Sénèbe.